Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc pour une nouvelle JVDT. Aujourd'hui je vous amène une histoire un petit peu différente puisqu'on va pas parler de personnalités publiques, de stars, de gossip. On va parler d'une histoire qui m'a énormément choquée quand je suis tombée dessus. Et aujourd'hui je vous raconte donc l'histoire de Terry Joe, puisqu'en 1961, donc pour vous dire sa date, il y a une photo qui va faire le tour du monde d'une fille qui a été retrouvée toute seule sur une petite bouée aux Bahamas, donc au milieu de l'océan. Pour vous dire, elle a survécu 86 heures toute seule sur cette bouée suite à un énorme drame qui a eu lieu sur le bateau où elle se retrouvait avec sa famille et également le capitaine et sa femme. On pensait qu'elle était la seule survivante de cet accident, mais la réalité est beaucoup plus sombre que ça. Donc je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui dans cette JVDT. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker et également de vous abonner pour le week-end de JVDT et on attaque. On est donc le 8 novembre 1961 et l'ophtalmologiste Dr Arthur Duperreault et sa famille se lancent donc dans un voyage sur leur bateau Bleu Bell qui devait les amener de la Floride jusqu'aux Bahamas. Pour vous parler un peu plus de Arthur, il habite dans le Wisconsin avec toute sa famille. Donc son épouse Jen qui a 38 ans, son fils Brian qui a 14 ans, ses deux filles Terry Joe qui a 11 ans et Renée qui a 7 ans. Arthur il était ophtalmo et c'est vrai qu'il en avait un peu marre de sa vie. C'était un peu la vie métro boulot dodo, vous voyez, tout le temps la même chose. Et Arthur il avait une passion, c'est qu'il adorait être en mer, être sur un bateau et voyager. Il voulait vraiment transformer cette passion en son style de vie, donc avec sa femme il réfléchissait à tout quitter, vendre leur maison, arrêter leur travail et vivre sur un bateau. Mais c'est vrai que c'est une décision un peu compliquée à prendre, sachant qu'en plus ils ont quand même 4 enfants et ils se sont dit qu'ils allaient faire un petit voyage d'une semaine, voir si ça se passait bien avec leurs enfants. Si ça se passait toujours bien, ils allaient prendre la décision de tout vendre, de tout quitter et de vivre sur leur bateau. Arthur, il avait déjà pas mal d'expérience, donc il était clairement capable, vous doutez bien, de piloter un bateau. Est-ce qu'on dit piloter un bateau ou est-ce qu'on dit conduire un bateau? Je ne sais pas, mais il était clairement capable de le faire. Il avait déjà fait des balades, des week-ends et il a décidé de faire appel à un capitaine. Comme ça, il n'était pas tout seul et il pouvait aussi mieux s'informer, poser toutes les questions qu'il avait besoin pour dans un futur proche partir avec toute sa famille et que ce soit lui le seul pilote. Le capitaine il a fait venir sa femme. Alors il n'a pas fait venir sa femme en vacances tranquillou, bien sûr elle a été embauchée en tant que cuisinière. Donc le capitaine s'appelle Julian Harvey, il avait 44 ans et c'était un pilote vétéran de la Seconde Guerre mondiale et également de la guerre de Corée. Donc c'est quelqu'un quand même qui inspire pas mal confiance. Et sa femme s'appelait donc Marie et elle avait 34 ans. Alors autre chose que je trouve important à vous raconter, c'est que Marie était la 6e femme de Julian. Vous allez comprendre par la suite pourquoi, c'est une info importante. Et il s'était marié assez récemment puisqu'il s'était marié en juillet et il partait faire le voyage donc en novembre. Donc c'était un couple très récent. On est donc ce fameux 8 novembre, ils commencent leur voyage et tout va super bien se passer. Ils vont aller visiter des îles, ils vont faire de la plongée, ils vont bronzer, ils vont pêcher des poissons, manger des poissons. Donc c'était vraiment le rêve. Tout se passait super bien et il y avait une super... Avec le capitaine ça se passait bien. Entre la famille et le capitaine c'était pas bizarre. La famille d'Arthur c'était quelqu'un de très simple, donc c'est pas comme si Julian et Marie étaient leurs employés. Non, ils mangeaient en même temps qu'eux, ils passaient du temps ensemble. Quand ils faisaient de la plongée, eux aussi faisaient de la plongée. Donc c'était pas des patrons très chiants quoi. On est donc le 12 novembre, Julian et Arthur ils vont donc aller voir le commissaire aux Bahamas pour remplir tous les documents et quitter le Bahamas pour rentrer donc en Floride. Cette nuit les choses vont être un peu différentes puisque généralement Julian le soir il pilote pas le bateau, c'est-à-dire qu'il se met à l'arrêt quand il commence à faire nuit et il reprend le lendemain très tôt. Mais ce soir-là, c'est vrai qu'il y avait une bonne météo, ils étaient de bonne humeur et Julian va décider finalement de piloter jusqu'à un peu plus tard. Donc toute la famille était super contente parce qu'ils n'avaient pas l'habitude que le bateau soit en mouvement la nuit. Donc ils profitaient, ils mangeaient ensemble, il y avait de la musique, mais la petite Terry Joe, elle était
était un petit peu fatiguée. C'est vrai qu'ils avaient passé la soirée à nager, à faire de la plongée, et elle a demandé à sa mère si elle pouvait donc descendre pour aller se coucher plus tôt alors que toute la famille était restée en haut. Sa mère, elle va la coucher, elle lui fait un bisou et elle s'endort, mais voilà qu'elle va être réveillée soudainement par des cris, puisqu'elle va entendre donc à l'étage quelqu'un crier « Papa, aide-moi, aide-moi ». C'était son frère donc qui demandait de l'aide, et elle va dire que la façon dont il criait, elle comprend clairement qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Sauf que Terry Jo, elle était paniquée, elle a 11 ans, donc elle reste dans sa couchette, sous la couverture, et elle attend un peu. Et finalement, quelques minutes après, ce qu'elle va dire, peut-être 3 à 5 minutes, elle n'entend plus rien, donc elle décide de sortir de sa cabine. Elle monte les escaliers, et les escaliers tombent direct dans la cabine principale, et elle va direct tomber sur une flaque de sang, et elle va voir donc le corps de sa mère et de son frère. Elle va pas rester très longtemps devant eux, elle va monter à l'étage pour chercher donc son père, pour dire que quelque chose ne va pas avec maman et avec son frère. Mais quand elle monte à l'étage, elle va croiser donc Julian qui va lui crier dessus et qui va lui dire que c'est dangereux et qu'elle doit retourner dans sa chambre. Donc Terry Jo, elle retourne dans sa chambre. À ce moment, elle sait pas s'il y a quelqu'un qui a envahi le bateau, elle comprend pas ce qui se passe, mais elle va donc retourner dans sa couchette et elle va attendre. Elle va entendre des bruits et elle va entendre quelqu'un qui se rapproche de sa chambre, donc elle va se dire que c'est sûrement son père, mais la personne qui va passer le palais de la porte, ça va être Julian à nouveau avec une arme dans la main. Il va la regarder et ensuite il va partir à nouveau. Quelques minutes après, quand elle est en train de se demander si elle doit rester dans sa chambre ou si elle doit essayer de retrouver son père et ses sœurs, elle va entendre une sorte de boom et un bruit assez bizarre, un bruit d'eau. Et quand elle va regarder au niveau de ses pieds, elle va voir que sa chambre commence à se remplir d'eau. Elle monte direct à l'étage et elle voit Julian qui se déplace partout dans le bateau, qui s'arrête pas. Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, donc petit à petit il y a des choses qui arrêtent de fonctionner, le moteur ne fonctionne plus, il y a des lumières qui commencent à exploser et s'éteindre. Et pendant que Julian court partout, elle commence à crier « Papa, papa ». Quand elle essaye de rentrer dans une pièce, Julian lui dit de venir, comme s'il voulait pas qu'elle rentre dans cette pièce qui était fermée. Elle lui demande si le bateau il est en train de couler, elle lui demande où est son père, et la seule chose qu'il va lui dire c'est de tenir une corde, et Terry Jo va donc tenir cette corde. Cette corde était une corde qui reliait le canot de sauvetage tout simplement que Julian était en train de détacher. Sauf que bien sûr quand Terry Jo elle prend la corde, ben, c'est trop lourd et la corde lui file entre les mains et le canot de sauvetage tombe à l'eau et s'éloigne petit à petit de leur yacht. C'est yacht ou c'est yacht? Maintenant j'ai un doute. Ou est-ce que c'est deux choses totalement différentes? En portugais on dit yacht. Julian à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plonger dans l'eau pour essayer de rattraper le canot de sauvetage, et Terry Jo elle se dit qu'une fois qu'il a le canot de sauvetage, il va revenir la chercher. Mais non, elle voit juste Julian qui arrive à monter dessus et qui s'éloigne. Donc à ce moment-là, elle se dit qu'elle est sur un bateau qui est en train de couler. Elle ne sait pas quoi faire, imaginez-vous, elle a 11 ans. Et quand elle essaye de rentrer dans le bateau pour essayer de trouver son père, ben, presque toute la partie était déjà sous l'eau. Donc à ce moment, Terry Jo, elle voit une sorte de petite bouée qui était accrochée au bateau. Et le temps qu'elle réfléchisse et qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire, ben, le bateau était presque sous l'eau. Donc cette bouée, elle était en train de flotter. Et c'est très naturellement qu'elle s'est donc mis dedans. Et le souci c'est qu'elle va pas se rendre compte, mais cette bouée était toujours accrochée au bateau, et pendant que le bateau commence à couler, la bouée commence à couler aussi et elle commence à être entraînée sous l'eau. Son premier réflexe va être d'essayer de défaire le nœud. Elle va essayer de le défaire pendant 10 à 15 secondes, mais elle n'y arrive pas, et soudainement elle va être attirée vers le fond de l'eau, puis elle va remonter à la surface. Elle sait pas si c'est elle qui a réussi à défaire le nœud ou si le poids du bateau a fait que la corde a cédé. Je pense que c'est plutôt ça, parce que à 11 ans, est-ce qu'elle aurait réussi à défaire le nœud dans le noir avec le bateau qui est en train de tirer la bouée vers le fond de la mer? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, elle remonte à la surface et à ce moment, le bateau a totalement coulé. Donc imaginez, là elle a 11 ans, elle se retrouve toute seule au milieu de l'océan. Elle se demande où est son père, où sont ses sœurs, et elle va aussi se poser la question, est-ce que le bateau a vraiment été attaqué
Ou est-ce que c'est peut-être Julien qui a fait du mal à ses parents puisqu'il a clairement abandonné? Donc elle commence à avoir peur aussi que Julien revienne pour lui faire du mal. Et quelque chose d'assez intéressant que j'ai lu, elle va dire qu'elle n'avait pas spécialement peur du fait que son corps touchait l'eau, et parce qu'elle n'avait pas peur des requins, elle n'avait pas peur de la profondeur, elle était habituée à faire de la plongée. Mais où elle était vraiment intelligente, c'est qu'elle va direct se dire que la nuit il allait faire très très froid et que la journée il allait faire très très chaud. Elle n'avait pas d'eau, elle n'avait pas de nourriture et qu'elle n'avait pas d'ombre. Je trouve ça ouf qu'une gamine de 11 ans ait pu penser à tout ça alors qu'elle vient de perdre toute sa famille. Passons un peu donc à Julien. Donc qu'est-ce qui s'est passé puisque lui s'est enfui dans son petit canot de sauvetage tranquille. Dès le lendemain matin, il va être sauvé par un gros bateau qui passait aux alentours. Il va raconter au capitaine de ce bateau qu'est-ce qui s'est passé, donc qui travaillait pour une famille et que le bateau a coulé et qu'il est le seul survivant. Donc bien sûr, le capitaine va appeler la police et il va donc expliquer la même chose à la police, qu'il était donc dans ce bateau, que le bateau a coulé avec une famille entière pour qui travaillait plus sa femme et qu'il est le seul à avoir survécu. Et la police vont direct trouver le comportement de Julien très très bizarre. Alors déjà ils vont trouver ça bizarre que ce soit littéralement le seul à avoir survécu alors qu'il avait un canot de sauvetage énorme rien que pour lui, mais aussi le fait que Julien était très très calme alors qu'il venait de perdre sa femme. Et le plus étrange pour les policiers, ça va être quand il va raconter réellement comment ça s'est passé. Donc Julien va dire en gros qu'il y a une sorte de tempête, il y a eu un vent très très fort et ça a touché le mât. Et quand le mât il est tombé, il a touché certaines personnes qui étaient sur le bateau qui sont tombées dans l'eau. Puis ensuite ça a perforé la coque du navire et du coup le bateau a commencé à couler et il y a eu une explosion. Et son discours il va changer plusieurs fois. Il y a eu une autre fois, il va dire que quand le mât il a cédé, ça a cassé le bateau en deux et c'est pour ça que le bateau a coulé très très rapidement. Sauf que même le propriétaire du bateau va dire que son discours n'avait aucun sens, que si le mât il avait cédé, ça se serait pas du tout passé comme ça et que c'était absolument impossible qu'il ait cédé parce que comme je vous ai dit, le bateau il était littéralement neuf. Malgré ça, ils vont bien sûr faire des recherches pour essayer de trouver les victimes. Et en fait le truc un peu compliqué, c'est qu'à l'époque les bouées de sauvetage elles étaient blanches et quand on voit du ciel, ben, une bouée de sauvetage blanche ça va être littéralement la même couleur que les vagues, donc tu ne peux pas le voir. C'est pour ça qu'après ce cas les bouées de sauvetage ont changé de couleur et je crois qu'elles ont été orange du coup. Bref, Terridio, donc aucune trace. Julien lui il a été envoyé à l'hôpital, il allait très bien, il était juste un peu déshydraté. Il est rentré chez lui et 2 jours après la police l'appelle à nouveau parce qu'ils ont encore des questions à lui poser. Donc lui bien sûr volontiers il se présente au poste de police pour y répondre. Et une fois de plus, beaucoup d'incohérences dans ses propos. Il racontait pas forcément la même histoire que la fois précédente. Quand on posait des questions il savait pas répondre à certaines. Par exemple il y a le fait qu'il a dit que le bateau avait explosé et quand on lui a demandé l'emplacement de à peu près où il était, il va dire qu'il était proche d'une île en question, qu'ils étaient même très très proches. Mais du coup ils vont se demander s'il était proche de cette île et que le bateau a explosé, comment ça se fait que sur cette île personne n'a vu l'explosion alors qu'il y avait énormément de gens à la plage ce soir-là, mais personne n'a vu d'explosion. Et il y a eu plein d'autres incohérences sur des choses qui disaient ça collait pas, les horaires, la façon de l'accident, la tempête en question, la façon où le mât il a cédé. Bref, il était en train de donner son interview, on lui posait des questions, c'était presque fini quand soudainement il y a quelqu'un qui va rentrer dans la pièce, donc sans toquer, pour dire qu'ils ont retrouvé une survivante. Sauf que là le truc c'est que la réaction de Julian, ça va pas du tout être la réaction auquel les policiers s'attendaient, puisque sa tête va se décomposer, il va bégayer. Quand cette personne va sortir de la pièce, Julien va demander donc s'il peut partir puisqu'ils avaient bientôt fini. Et juste après que le policier a dit oui, il a même pas attendu 3 secondes et il est parti. La survivante, vous l'aurez compris, c'était donc Terridio. Elle a été retrouvée le 16 novembre. Donc comme je vous ai dit, il y avait un bateau grec qui passait dans le coin et ils ont vu un truc assez bizarre flotter. Et quand ils se sont approchés, ils ont vu que c'était un flotteur et ils ont remarqué que dans le flotteur, ben, il y avait une petite fille à l'intérieur. Ils étaient tellement choqués qu'un des marins va prendre une photo qui est la photo qui a donc fait le tour du monde. Ils ne savaient pas comment elle a pu survivre autant de temps dans l'eau mouillée, dans la nuit, dans le froid, sans nourriture, sans eau. C'était clairement un miracle parce qu'elle était presque dans le coma quand ils l'ont récupérée. Elle était brûlée de absolument partout. Quand ils ont demandé son prénom, elle était même pas capable d'y répondre. Mais ils ont très vite fait le rapprochement parce que la police avait prévenu à plusieurs bateaux dans la zone
qui avait un yacht qui avait coulé, qui cherchait une famille. Donc ils avaient décrit un peu à quoi les personnes ressemblaient, donc Terry Jo a été très vite reconnu. Et ils vont dire aussi qu'ils ont eu énormément du mal de la retirer de la mer, parce qu'en fait quand ils se sont approchés d'elle, il y avait énormément de mouvements et il y a eu des requins qui tournaient en rond autour de Terry Jo. Donc les marins étaient persuadés qu'elle allait se faire bouffer à ce moment-là, puisque son corps toucher l'eau, comme je vous ai dit. Et une fois de plus, ils vont dire que c'est un miracle parce que les requins ont juste tourné autour d'elle et à aucun moment ils se sont approchés pour essayer de la mordre. Et donc après 86 heures, ce qui nous fait 3 jours et demi, Terry Jo a été sauvée. Le lendemain, un gérant donc d'un motel va appeler la police pour dire qu'ils avaient trouvé dans une salle de bain un corps sans vie, et ce corps était donc le corps de Julien. La police, ils n'ont pas fait le rapprochement de base parce qu'il avait loué la chambre du motel avec un faux nom, et c'est après, une fois qu'ils sont venus et qu'ils sont tombés sur la lettre que Julien avait écrite, puisqu'il avait écrit une lettre à son meilleur ami, qu'ils ont compris que c'était bel et bien lui, puisqu'il avait signé la lettre, Julien et son nom de famille. La lettre entière n'a pas été divulguée, mais en tout cas il avait demandé à son meilleur ami que ses cendres soient jetées à la mer, chose qui a été respectée. Il s'était donc la cuisse, les chevilles et également la gorge, et il s'est donc vidé de son sang. Terry Jo, quand elle s'est réveillée à l'hôpital après avoir subi tous les soins nécessaires, elle va raconter un peu ce qui s'est passé, et les policiers vont tomber de très haut quand ils vont apprendre que c'est Julien qui l'a abandonnée dans ce bateau. Et du coup elle va raconter tout ce que je vous ai raconté. À partir de là, les policiers vont commencer un peu à fouiller donc la vie de ce Julien, pourquoi il aurait fait ça, est-ce qu'il avait un passif violent. Et là ils vont apprendre que, comme je vous ai dit, Marie c'était donc sa 6e femme. Et il y avait pas mal de choses assez étranges dans les anciennes relations de Julien. Par exemple, il y a 12 ans, Julien il a survécu à un accident de voiture, donc avec son ex-femme et également la mère de son ex-femme. Sa femme et sa mère étaient au cinéma et Julien a été les récupérer. Il était en train de conduire et soudainement il a perdu le contrôle. Il a réussi à s'en sortir, mais les deux sont décédés puisqu'ils sont quand même tombés dans le pont. La police et également le plongeur qui avait enquêté sur ce cas vont dire que c'était très bizarre que Julien de un ait survécu et pas les autres, mais aussi que les blessures qu'ils avaient n'étaient pas les blessures que tu aurais eues si tu serais tombé de ce pont, mais pourtant il a survécu avec très peu d'égratignures. Il a touché une somme d'argent assez importante puisqu'elles avaient une assurance vie, et vu que les deux sont décédés dans l'histoire, Julien il n'a pas récupéré juste l'argent de sa femme mais également de la mère de sa femme. Également auparavant il a eu 2 incidents avec des bateaux, donc tout d'abord son yacht Torbatros et son bateau à moteur Valiant ont coulé dans des circonstances assez suspectes. Bien sûr il avait une assurance en place et il a touché également 2 grosses sommes une fois de plus. Et comme je vous ai dit, il s'était marié avec Marie en juillet, l'incident s'est produit en novembre. Donc les enquêteurs vont se demander est-ce qu'il n'avait pas planifié de tuer sa femme ce jour-là pour empocher son assurance vie, qui était de la somme de 20 000 $, assurance vie qu'il avait mis en place quelques mois avant. Ils vont aussi se renseigner auprès des autres ex donc de Julien, et elles vont toutes dire un peu la même chose. Ça s'est passé à peu près pareil. Ils ont commencé à se fréquenter, ils se sont mariés très rapidement, et juste après le mariage, Julien a prévu un voyage, et avec toutes les ex dans ce voyage, Julien se comportait d'une façon assez bizarre, mais elles sont toutes rentrées en vie. Pour les policiers, peut-être que Julien avait donc ce plan depuis des années, rencontrer quelqu'un, se marier avec, une assurance vie, prendre la personne en voyage et avoir un plan de la tuer, mais il n'a jamais eu le courage, c'est pour ça qu'il se comportait d'une façon étrange. En ce qui concerne Terry Jo, après qu'elle soit sortie de l'hôpital, elle va donc être élevée par sa tante et son oncle, donc elle va vivre avec ses cousins, tout va bien se passer, elle va vraiment vivre une enfance parfaite. Elle va dire que son oncle et sa tante c'est comme c'était sa mère et son père, ils ont toujours fait le max qu'ils pouvaient pour qu'elle se sente le mieux. Elle va refuser de parler de ce qui s'est passé dans ce bateau pendant des années. Au début elle avait que 11 ans, mais il y avait quand même des médias qui voulaient l'interviewer, mais elle ne prenait pas la parole. Mais même après qu'elle est devenue majeure, donc elle avait 18 ans, elle n'a pas voulu s'exprimer. Quand elle avait 30 ans, elle n'a pas voulu s'exprimer, jusqu'à quand elle a décidé de sortir un livre où elle raconte un peu tout ce qui s'est passé. Et c'est vraiment dans ce livre qu'on apprend la plupart des détails que je vous ai racontés dans cette JVDT, puisqu'une fois de plus, elle a donné très peu d'interviews. Et ils vont donc parler de la théorie principale de qu'est-ce qui s'est passé
ce soir-là. Donc pour eux et même les policiers, ils ont donné la même version. Sûrement Julien, il avait pour plan de tuer sa femme pendant que tout le monde dormait. On ne sait pas vraiment comment, soit en l'étranglant, soit en la jetant peut-être par-dessus bord et la laisser se noyer pour ensuite empocher donc son assurance vie. Mais peut-être que sa femme, elle a réussi à crier, à se débattre, et le fait que la famille n'avait pas été dormir aussitôt a fait qu'ils ont tenté de l'aider, et malheureusement Julien a donc assassiné tout le monde. Et la question que Terry Joe s'est toujours posée, c'est pourquoi Julien ne l'a pas tué. Beaucoup disent qu'il n'a pas eu le courage de la tuer, mais franchement je suis pas du tout d'accord, parce que Terry Joe n'était pas la plus petite, donc c'est pas comme il s'est dit oh c'est la plus jeune, je vais pas la tuer. Moi je pense que c'est juste qu'il s'est pas fait chier, il avait pas besoin de se salir les mains alors qu'il venait de tuer déjà 6 personnes, alors qu'il avait juste à l'abandonner sur le bateau. Il n'y avait aucune chance qu'elle survive, elle avait 11 ans après tout, c'est juste dit que c'était plus simple de l'abandonner. Voilà donc l'incroyable histoire de Terry Joe. Franchement, je pense que c'est clairement un miracle qu'elle ait survécu. Elle avait une bonne étoile avec elle, parce qu'il y avait vraiment très peu de chances que de 1, il la laisse en vie, de 2, qu'elle arrive à passer 3 jours et demi, d'être retrouvée. Enfin, c'est vraiment une histoire incroyable, et c'est pour ça que je voulais vous l'amener. Dites-moi dans les commentaires si vous en aviez déjà entendu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran si vous les avez pas encore vues. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.